Voilà, merci, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Vous voyez qu'on change de sujet de façon assez drastique. C'est la beauté de la gérontologie sociale. On s'intéresse à plein de choses. Mais donc, moi, je vais vous présenter une étude que j'ai menée. Je vais vous mettre un petit peu le contexte de quoi on parle, les demandes anticipées. C'est quand même encore assez récent, donc je vais être sûre que tout le monde, là, on suit où est-ce que je m'en vais. Je vais vous présenter rapidement l'étude et les résultats. C'est encore dans les premières fois que je présente les résultats entiers, donc c'est toujours un exercice un peu frustrant parce qu'il y a plein de choses que je voudrais vous dire, mais je vais m'en tenir au temps et puis discuter un petit peu là, des implications de cette recherche-là. Donc, une brève mise en contexte, en fait, comme on vient de dire, les demandes anticipées sont entrées en vigueur très récemment, en octobre 2024, donc c'est quand même assez récent. On commence à entendre entre les branches, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais qu'il y aurait eu une première aide médicale à mourir qui aurait été administrée depuis l'entrée en vigueur là, sur demande anticipée, mais on en est donc encore vraiment au début. Ce principe-là des demandes anticipées, en fait, c'est venu, il y a vraiment eu une réinterprétation d'un principe qui était très central à l'aide médicale à mourir depuis son adoption, qui était donc tout autour du consentement, de l'autodétermination, du fait qu'une personne peut choisir pour elle-même sa fin de vie, le moment de sa mort, là, dans certaines circonstances, évidemment. Et là, les demandes anticipées sont venues introduire la notion que si, à cause d'un diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs comme l'Alzheimer, au moment de recevoir l'aide médicale à mourir, si la personne ne serait plus en mesure de consentir, qu'on pourrait comme décaler ce consentement-là, lui permettre de consentir à l'avance, finalement. Donc, c'est vraiment une réinterprétation qui divise vraiment de façon très claire en deux temps. Donc, il y a vraiment un temps 1 où la personne a reçu déjà un diagnostic le terme utilisé dans la loi, c'est maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins. Exemple, l'Alzheimer. Mais donc, elle a reçu le diagnostic, mais elle est encore apte à consentir. Donc, on est encore dans les premiers stades de la maladie, si on peut le concevoir comme ça. Il y a cette fenêtre-là, hein, donc entre le diagnostic et la perte de l'inaptitude, où là, la personne peut, avec un professionnel compétent, donc médecin ou infirmière praticienne spécialisée, rédiger une demande anticipée. Et donc, dans cette demande anticipée, elle identifie le terme qui est dans la loi, c'est elle identifie des manifestations cliniques qui, pour elle, sont intolérables. Donc, elle dit, je vais prendre l'exemple qui est un peu simple qu'on entend souvent, si un jour je ne reconnais plus ma fille, mais ça pourrait être plein de choses qui sont fondamentalement individuelles, hein, très personnelles. Qu'est-ce que moi, je trouverais intolérable? Donc, je rédige au temps 1 il y a, j'allais dire l'histoire, c'est pas. Mais il y a cet élément-là d'un tiers de confiance. Donc, dans la demande anticipée, je peux identifier un tiers de confiance, je ne suis pas obligée, qui aura le rôle de lever un drapeau finalement. De dire, oh, là, moi, je connais bien ma mère, par exemple, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la situation qu'elle décrivait dans la manifestation clinique. Mais on n'est pas obligé d'en avoir un parce qu'en fait, ce drapeau-là, qui introduit le temps 2 peut être levé par un peu n'importe qui. Hein, une autre proche, une autre personne proche, un professionnel, etc. Et donc, au temps 2, lorsque soit le tiers de confiance, soit quelqu'un d'autre lève la main et dit, écoutez, je pense qu'on est arrivé là aux manifestations cliniques, je pense que Maryse ne reconnaît plus sa fille, on déclenche le reste de la procédure de l'aide médicale à mourir, qui jusqu'à maintenant, ça se faisait en même temps. Hein? La personne levait la main et disait, je voudrais l'aide médicale à mourir maintenant. Mais donc, au temps 2, on déclenche le reste du processus qui demeure le même. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit une demande anticipée que automatiquement, elle va la recevoir, l'aide médicale à mourir. Il y a tout un processus d'évaluation qui s'enclenche, comme dans toutes les demandes d'aide médicale à mourir. Et donc, il y a deux médecins, ou IPS maintenant, qui vont devoir évaluer si Maryse, au temps 2, répond à tous les critères. Et donc, les critères, évidemment, ont été un peu ajustés hein, dans le cas des demandes anticipées. Donc, on garde le critère d'être assuré au sens de la loi, d'être majeur, et avoir rédigé, évidemment, une demande anticipée au moment où je pouvais le faire, et que là, je présente, et je mets les guillemets de la loi, de manière récurrente,
Les manifestations cliniques qui ont été identifiées dans la demande anticipée. Vous me voyez venir, ceux qui connaissent un peu hein, la réalité des maladies comme l'Alzheimer, c'est-à-dire que ça peut être très variable. Donc, on a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Donc, de manière récurrente devra être évaluée par le médecin. Bonne chance dans certaines circonstances, hein, pauvre médecin. Mais donc, la personne doit aussi évidemment être atteinte de la maladie grave et que, parce que dans l'aide médicale à mourir régulière contemporaine, il y a la notion de la souffrance. Hein. La personne doit expliquer pourquoi elle est souffrante. Là, ici, la personne est plus capable de l'exprimer clairement, en tout cas, elle-même. Donc, ce critère-là a été modifié, que sa situation médicale donne lieu au médecin ou à l'IPS, au professionnel, sur la base des informations dont il dispose et son jugement clinique, donne lieu au professionnel de croire que la personne éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables, qui ne peuvent être apaisées. Donc, il y a comme un transfert un peu de responsabilité, c'est-à-dire que le médecin doit évaluer la souffrance d'une personne qui n'est probablement plus capable de l'exprimer très clairement. Donc, en fait, mon étude, dans ce contexte-là, ce que j'ai fait, l'objectif de l'étude, ce n'était pas d'aller évaluer précisément comment ça va s'appliquer au Québec, etc. Moi, je veux comprendre la position des acteurs, comment les différents acteurs se positionnent par rapport à cette nouvelle réalité-là au Québec. Donc, j'ai commencé par aller examiner les enjeux qui sont vécus aux Pays-Bas, où ça existe déjà, pour ramener ça au Québec et utiliser ces enjeux-là pour alimenter des discussions avec différents acteurs. Donc, revenir au Québec pour explorer la perspective des acteurs et éventuellement, donc, formuler des recommandations. Le cadre théorique, je le mentionne parce que vous allez voir, je vais y revenir là, dans les résultats. Je m'appuie vraiment sur les théories féministes du CARE qui ont vraiment au centre de ces théories-là les concepts du prendre soin. Donc, quand il y a quelqu'un qui a besoin, qui a une forme de dépendance ou une autre et qui a besoin que quelqu'un s'occupe d'eux, et les notions de vulnérabilité aussi. Et donc, moi, je m'inscris plus plus précisément là, dans la deuxième vague. Donc, j'intègre aussi une lecture un peu critique. Hein. Donc, je salue Émilie de tantôt. Donc, le devis était donc en deux phases. Une première phase aux Pays-Bas, la deuxième phase au Québec. Et donc, aux Pays-Bas, ça a été surtout basé sur des analyses documentaires. L'équivalent des rapports de la commission de fin de vie ici sont publics là-bas et traduits. J'étais bien surprise. Mais donc, des analyses documentaires des guides de pratique, etc. là-bas, mais aussi des entretiens avec des informateurs clés. Donc, des gens de l'équivalent du Collège des médecins, par exemple, de communautés de pratique. Là. Il y a un comité là-bas, un organisme, mais aussi des associations, l'équivalent de Mourir dans la dignité, par exemple. Et aussi un entretien plus style étude de cas clinique avec une médecin qui avait été impliquée dans une situation qui avait des très grands enjeux, qui a été très médiatisée là-bas. Donc, elle a gentiment accepté là, de partager comment ça s'était vécu, tout ça. Et le volet 2, donc au Québec, ce que j'ai fait, on a fait différents cafés scientifiques, un peu grand public pour avoir le pouls d'un peu monsieur, madame, tout le monde. Mais surtout, les résultats que je vous présente aujourd'hui vont être les résultats d'entrevues, d'entretien de groupe. Avec des médecins IPS, on a fait 2 groupes. Avec les autres professionnels de l'équipe Inter, un groupe. 4 groupes de proches, et je salue ici les sociétés Alzheimer qui ont vraiment aidé pour le recrutement, qui ont été un peu indispensables dans ce volet-là. Et un groupe aussi qui était plus un peu pilote pour moi, mais un groupe avec des personnes qui avaient un diagnostic de TNCM. Donc, les résultats. En fait, il y a vraiment des enjeux, évidemment, sur le plan, je dirais, médical au sens large. C'est-à-dire que les professionnels, médecins, mais un peu les autres professionnels de l'équipe Inter aussi, ont vraiment exprimé des inquiétudes importantes. Il faut dire que ces groupes-là ont été faits avant l'entrée en vigueur de la loi avec les professionnels. Donc, il n'y avait pas encore là, la formation, les guides de pratique, il y avait beaucoup de questions. Peut-être que le portrait serait différent ensuite.
Mais donc, beaucoup, beaucoup de questions, d'inquiétudes par rapport à l'opérationnalisation. Comment on va réussir à faire ça bien dans le contexte actuel, justement, où tout le monde est débordé, où on manque déjà de médecins pour les aides médicales contemporaines, etc., etc. Donc, beaucoup de préoccupations par rapport à ça. Et aussi, est-ce qu'on va avoir le soutien clinique? Parce qu'au-delà d'une formation, il y a des enjeux éthiques et qui peuvent être très différents d'un cas à l'autre, hein, d'une situation à l'autre. Euh, donc, tous les enjeux qui ont été identifiés aux Pays-Bas sont spontanément ressortis, à la fois dans les groupes avec les professionnels et les proches. Les gens s'attendent à ce qu'on rencontre le même genre d'enjeux. Sur le plan d'abord de l'évaluation. Donc, je vous ai dit, hein, les demandes anticipées, ça implique deux grands éléments, si on veut, à évaluer. Est-ce que les manifestations cliniques sont présentes de façon récurrente? Comment on décide qu'est-ce qui est récurrent? Et est-ce que finalement la personne présente une forme de souffrance quand la personne n'est pas nécessairement capable de l'exprimer clairement? Donc, quelques extraits là, récurrentes. Est-ce qu'on parle de plusieurs semaines, plusieurs fois d'affilée? Des fois, ça s'améliore. Est-ce qu'on doit prendre ça en compte? Je trouve que c'est un peu flou pour ce genre de soins final. Hein. Si on se trompe dans l'évaluation, on ressent la pression là, des conséquences, évidemment. Une neuropsychologue, d'ailleurs, qui disait: ce qui me perturbe de plus, c'est la notion de souffrance qui doit être évaluée par un tiers. Quand on sait que les patients n'ont plus nécessairement une capacité à exprimer cette souffrance-là, comment est-ce que ça va être évalué? Donc, si même les neuropsychologues se questionnent, on peut se dire qu'ils seraient peut-être mieux placés que d'autres pour pouvoir évaluer ça. Sur le plan aussi de l'administration de l'aide médicale à mourir, beaucoup d'enjeux éthiques ou moraux qu'on entrevoit, surtout quand on parlait de gens qui pourraient résister. Les personnes qui ont une déficience, un trouble neurocognitif peuvent avoir comme symptôme de résister aux soins. Et donc, lui donner un bain, c'est complexe. Là, il faut installer un intraveineux. Donc, la personne ne comprend pas nécessairement, c'est pas nécessairement qu'elle refuse l'aide médicale à mourir comme telle, mais comme elle refuse de manger, de s'habiller, de se laver, on peut prévoir qu'elle va refuser de se faire mettre une aiguille dans le bras. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, une médecin ici qui disait, quand on va être pris avec ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va devoir donner une sédation? Est-ce qu'on va devoir les attacher? Qu'est-ce qu'un refus catégorique dans cette situation-là? Je pense que toutes ces questions éthiques-là vont se poser. Mais au-delà de la médicalisation, et c'est là où je trouve que c'est intéressant aussi avec l'intro justement qu'on a eue ce matin sur la gérontologie sociale, ce que les données montrent, c'est que vraiment, il y a des relations sociales qui vont entrer en jeu et qui vont poser des problèmes, des enjeux éthiques, des enjeux cliniques. Donc, il y a les relations entre les proches et la personne. Beaucoup de proches disaient: moi, je vais me sentir responsable de ce qui va arriver, alors que légalement, ce n'est pas le proche qui décide, là. Même le tiers de confiance, qui a comme un rôle particulier, son rôle, c'est de lever le drapeau. Les évaluations, après, c'est les professionnels. Mais les proches disent: moi, je vais être pris avec ça parce que ma mère m'a dit c'est ça que je veux, puis là, peut-être ça va être refusé, puis qu'est-ce que je vais faire, puis etc. Les relations entre le médecin et les proches. Il y avait vraiment une crainte de vivre une pression indue, en lien justement avec le point précédent. Donc, une médecin qui disait: j'ai peur après des représailles de la famille. Ça devient une médecine de haute voltige, puis on s'expose. Est-ce que je vais être protégée? Est-ce que je vais être soutenue? Mais aussi les relations entre les proches entre eux. Donc, la crainte des conflits familiaux. On n'est pas toujours au même niveau, au même point, on n'a pas la même opinion sur est-ce que, oui, effectivement, l'aide médicale à mourir devrait être offerte à maman ou à papa. Et donc, une proche qui disait: nous, on est 8 chez nous. Un sur 8 peut dire non, puis là, la chicane de famille vient de pogner. Fait que si on s'obstine, moi, je serais inconfortable à dire à mes frères, mes sœurs: ben c'est ça qu'elle veut, c'est ça qui va arriver. Donc, vraiment, c'est cet enjeu-là aussi au niveau des familles. Et donc, qu'est-ce que je reviens sur mon cadre théorique de tantôt? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces données-là? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? En fait, toute la question de comment bien prendre soin.
La question, tu sais, tous les témoignages, si on trouve un peu l'élément commun, c'est la question que dans la mesure où une personne est plus en mesure d'exprimer clairement ce qu'elle veut par rapport à sa qualité de vie, mais aussi par rapport à sa souffrance, par rapport aux choix qu'elle ferait. Est-ce que c'est encore ça que je veux, ce que j'ai écrit il y a peut-être 1 an, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans à la limite, dans une demande anticipée? Est-ce que c'est encore ça que je veux? Dans la mesure où la personne est plus capable de le dire, comment faire pour bien prendre soin? Qu'est-ce que ça veut dire de bien prendre soin de cette personne-là? Là, il y a plein de points d'interrogation. Puis donc, comme je disais, les théories du care là, peuvent nous aider à mettre ça en lumière finalement. Parce que, et puis les données, par exemple, de ma thèse de doctorat, vont aussi dans le même sens. C'est-à-dire que j'avais fait ma thèse de doctorat, il y a comme ma thèse de doctorat auprès de personnes qui sont dans les derniers stades hein, de la maladie d'Alzheimer ou autre. Et il y avait pour une même personne qui avait une proche et le personnel, par exemple, observaient un même comportement, mais en avaient une compréhension complètement opposée. La fille disait, ma mère est anxieuse. Le personnel disait, non, elle est très, très calme. On devrait couper la médication pour l'anxiété. Elle n'en a plus besoin. Et donc, pour n'importe quel soin, ça devient un peu complexe de savoir comment bien prendre soin. Et là, quand il est question d'un soin, mais qui est quand même un peu particulier, on va se le dire, qui est de donner la mort, finalement, eh bien là, on comprend que les enjeux sont encore plus élevés. Mais aussi, donc, ce qu'on voit par rapport au prendre soin, c'est le discours des professionnels qui est vraiment plus ancré dans des préoccupations cliniques et éthiques. On peut le comprendre. Est-ce qu'on aura les conditions de soutien, les conditions de pratique pour bien prendre soin? Mais aussi le discours des proches et des personnes qui s'articulent beaucoup plus autour d'une question, est-ce que les droits de la personne vont être respectés? Comment on fait pour s'assurer de bien respecter la volonté des gens? Et toute la question des vulnérabilités. Parce que quand on parle des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, la vulnérabilité de la personne elle-même qui a un diagnostic, qui a fait une demande, elle est habituellement très claire. Tout le monde s'entend là-dessus. Parce que là, elle a perdu la capacité de consentir aux soins, donc on doit s'occuper d'elle. Il y a une dépendance fonctionnelle au quotidien. Donc, cette vulnérabilité-là, habituellement, elle est assez claire et donc on appréhende beaucoup la vulnérabilité et le prendre soin dans un sens. Cette personne-là est vulnérable et les autres autour doivent prendre soin d'elle. Mais alors que, et on le voit dans les théories du care, au centre de la notion de vulnérabilité des théories du care, c'est de dire qu'on est tous vulnérables. Et ça, vraiment, les données le montrent vraiment bien. Donc, les personnes qui ont un diagnostic, c'est sûr que c'est difficile. Et là, j'en ai des témoignages là-dessus. Mon mari trouve ça difficile. Il a 65 ans, ça n'a pas d'allure de vivre ce qu'il vit. Fait que oui, il y a une détresse. On essaie de trouver les bons moments, mais tu sais qu'à un moment donné, il y en aura moins de bons moments. Donc, il y a vraiment une détresse, une vulnérabilité de la personne, mais des autres acteurs aussi. Une médecin qui disait, moi, je me vois en train d'injecter de la médication à quelqu'un qui n'a plus aucune idée de ce que je m'en vais faire, qui ne comprend pas la finalité. Moi, ça va me créer de la souffrance. Donc, la position du médecin qui pose le geste médical, le médecin lui-même exprimait de la souffrance et les proches aussi, il y a plein d'extraits que j'aurais pu mettre. Bien, encore là, la journée où elle ne me reconnaîtra plus, ce sera autre chose. Ça va être notre deuil à nous autres, pas son deuil à elle. Donc, toute la souffrance des proches qui accompagnent à travers cette trajectoire-là de maladie. Et donc, en conclusion, avec la dernière minute, en fait, les résultats montrent qu'il y a vraiment différentes perceptions des responsabilités du care qui sont en lien avec les demandes anticipées, mais surtout qu'au-delà des aspects médicaux, ce type de demande-là soulève des enjeux à proprement sociaux, des enjeux relationnels, moraux, éthiques. Puis donc, dans notre façon d'opérationnaliser ça, oui, il faut amener des soutiens cliniques, etc., mais je pense qu'il faut adresser aussi les enjeux sociaux que ces situations-là vont soulever dans les familles, pour la personne elle-même, mais aussi pour les professionnels qui vont être impliqués dans ces situations-là. Voilà.